le diagnostic du trouble bipolaire chez l'enfant est un truc qui est complètement raté en moyenne. Les enfants finissent par avoir le diagnostic avec une dizaine d'années de retard. À mon avis, en France, on est plus proche de 15 ans. Et c'est problématique parce que il y a des interventions qui marchent, des interventions qui sont spécifiques pour le trouble bipolaire infantile et des interventions qui n'ont rien de spécifique, mais que vu qu'il y a des réponses possibles, le retard au diagnostic est extrêmement problématique. Quand vous avez un diabète et qu'il y a un retard au diagnostic de 15 ans, vous arrivez dans un état qui n'a rien à voir à celui dans lequel vous seriez si le diagnostic avait été posé un petit peu plus tôt. Okay. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est pas juste pour le plaisir. Le diagnostic de trouble bipolaire chez l'enfant, il faut avoir en tête que le DSM-5 ne peut pas être utilisé. Donc le DSM-5, c'est un ensemble de critères. Il faut regarder un certain nombre de critères pour pouvoir faire le diagnostic. Il y a grosso modo qu'en psychiatrie qu'on fait ça. On est la seule discipline médicale qui fait ça, où l'intégralité de nos diagnostics sert pour les cliniciens et aussi pour les assurances pour rembourser les actes. Donc il n'y a qu'en psychiatrie qu'on voit ça, c'est pas compliqué. Et dans le trouble bipolaire, les éléments, les critères diagnostiques sont quasiment identiques pour les enfants ou pour les adultes. Donc il y a une espèce de raté qui s'est fait là, où on a pensé qu'on pouvait avoir la même présentation chez quelqu'un qui avait 12 ans et chez quelqu'un qui en avait 45. Donc, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, honnêtement. Je vais dire pourquoi pas, mais du coup, effectivement, il aura fallu mettre en gros dans le manuel on n'a pas pu faire mieux, mais c'est à prendre avec des pincettes. On retrouve les mêmes problèmes avec l'autisme, d'ailleurs, par exemple. Et donc, clairement, la présentation n'est pas la même en fonction de l'âge, et elle est même tellement différente que chez l'enfant, il faut se défaire complètement du DSM. C'est un truc que les gens ont du mal à faire, je pense, surtout en France. Le DSM est censé être ce qui nous a un petit peu permis de sortir de la psychanalyse, qui a fait des ravages, il n'y a aucun doute sur ça. Et donc, ça représente un petit peu l'évidence-based medicine, la psychiatrie basée sur les preuves scientifiques, etc. Alors que c'est difficile de faire moins scientifique que le DSM dans certains cas. Donc, dans le trouble bipolaire, c'est catastrophique chez l'enfant. Il y a aussi des troubles qui ont été créés un petit peu de nulle part. Donc, dernièrement, j'en ai parlé avec quelqu'un, le trouble oppositionnel avec provocation. C'est du flan complet, c'est vraiment du flan. Et donc on peut créer le trouble et après le chercher et dire qu'il existe à droite à gauche, mais ça reste une construction fondamentalement invalide, quoi, qui sort du chapeau. Et après on peut dire un petit peu tout ce qu'on veut avec la science. Donc voilà, il y a plusieurs problèmes avec le DSM. Il y a des fois où c'est honnêtement pas très très grave. Bon, c'est comme ça. Et puis il y a des fois où c'est un vrai souci, quoi, parce que ça nous gêne pour la pratique. Les cliniciens se retrouvent avec plusieurs dilemmes à plusieurs étapes de la prise en charge. Il y a le moment du diagnostic, mais aussi le moment du traitement, on en parlera. Et donc, le dilemme qui est quasiment toujours là, c'est de se dire, le parent là, il me raconte des éléments, il a l'air certain que l'enfant a un trouble bipolaire, ok ? Et donc, si jamais le clinicien déclenche le diagnostic de trouble bipolaire alors qu'il n'y a pas de trouble bipolaire, il y a le risque d'enfermer les patients, donc les enfants et l'entourage, donc les parents, dans un diagnostic qui est un diagnostic de maladie grave, quand même, on est d'accord. C'est pas juste un rhume chronique ou je sais pas quoi, c'est une maladie grave. Il y a des suicides, etc., etc. Enfin, c'est un vrai problème. Et donc, le clinicien risque d'altérer la trajectoire de vie pour un diagnostic qui, s'il est absent, n'est pas, par définition, pas justifié. Donc, s'il y a ce risque-là, parce que derrière, il y a le risque de prendre des médocs aussi, il y a le risque de dire aux gens, vous avez une maladie chronique alors qu'il n'y en a pas. Et ça pose problème. En cardio, si tu dis, écoutez, vous faites des troubles du rythme, tu peux altérer un peu la trajectoire des gens parce qu'ils vont faire moins de sport, etc., etc. Mais il y a quand même moins le poids de l'annonce diagnostique
est difficilement plus lourd que dans la bipolarité. Probablement au-dessus, il y a la schizophrénie, où on associe ça à un pronostic quand même plus préjudiciable. Et donc là, une des erreurs que font les cliniciens, parfois, c'est de dire vous avez une schizophrénie, le pronostic est tel et tel, vous ne pourrez plus jamais bosser, etc. Et donc, effectivement, ça met une épée de Damoclès sur tout le monde, qui parfois n'est pas justifiée. Et en fait, on a un peu de mal à savoir qui va s'en sortir ou pas. Donc voilà, il y a cette crainte-là. Au niveau du patient, il y a merde, est-ce que je ne vais pas lui filer un diagnostic qui lui sera préjudiciable? C'est un raisonnement que les cliniciens ont et qui n'est pas forcément ni mal, ni bien ni mal, mais il faut avoir en tête qu'il y a cette problématique-là. À un niveau plus sociétal, parce que la psychiatrie est fondamentalement sociétale, pour le meilleur et pour le pire, honnêtement, mais il est indiscutable que les enjeux, l'environnement socio-économique qu'il y a et idéologique, de façon indéniable aussi, va influencer la façon dont les diagnostics sont décidés, le moment où on met la limite, la prévalence même des troubles. On est d'accord, si jamais il y a une guerre civile, etc., il y a plus de problématiques. Et donc, le clinicien se fait parfois pas assez, parfois trop, peut se faire un petit peu bouffer par des considérations idéologiques plus ou moins pertinentes. Et donc là, par exemple, ce serait de se dire, il y a trop de diagnostics de TDAH, j'ai pas diagnostiqué de TDAH parce qu'on est en train de foutre les gamins dans des cases, c'est pas possible. Donc ça veut pas dire qu'on en a rien à foutre et qu'on diagnostique les TDAH, quelle que soit la prévalence derrière, mais effectivement, le fait que le critère puisse être subjectif et par définition en psychiatrie plus ou moins subjectif pose souci, parce qu'en pneumo, s'il y a 20% de la population qui est asthmatique, tu vas dans son cabinet, il te fait un test, il te balance des corticoïdes ou des bêta-2 et tu vas mieux. Il s'en fout qu'il y ait 30% d'asthmatiques ou 15% ou 20% dans le pays, il en a rien à foutre. Il a des trucs subjectifs, tu le prends, tu vas mieux, il n'y a pas d'effet secondaire sur le long terme, on n'en parle plus. C'est quand même plus simple. Mais en psychiatrie, on aime bien, c'est fondamental. Alors, à mon avis, c'est une discipline d'intellectuel, tu vois, je veux dire, on aime bien quand c'est compliqué. En psychiatrie, il y a une espèce d'appétence pour le truc compliqué. La psychanalyse, par essence même, est un truc extrêmement complexe, où moi, honnêtement, j'arrive à peine à lire les livres. Et donc, ça fait que certains praticiens finissent par être des instruments un petit peu de cause sociale, plutôt de gauche. La psychiatrie, c'est plutôt une discipline de gauche. Ça, c'est pareil, c'est prouvé, répliqué, machin. Je dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est comme ça. Et donc, au milieu de la prise en charge clinique viennent se mélanger des considérations qui, pour les parents, peuvent paraître un petit peu complètement hors de propos. C'est-à-dire que moi, là, et ils peuvent te dire, j'ai un gamin qui va mal, il faut régler le gamin. Que tu penses qu'il y ait trop de machin ou de bidule parce que tu as lu des articles et que les portes... En fait, j'en ai rien à foutre, toi, tu t'occupes de mon gamin. Donc parfois, ça peut entraîner un petit peu cette collision-là. Et alors après, il y a effectivement la sanction médicamenteuse, entre guillemets, parce que si le diagnostic est posé et qu'il n'y a rien derrière, le diagnostic n'a pas d'importance. Dans le trouble bipolaire infantile, il faut que le sommeil soit préservé, il faut qu'il y ait des rythmes, des différents donneurs de temps qui soient respectés, il faut que le soleil soit pris dans la figure le plus possible, à la même heure, tous les jours, les repas soient donnés à la même heure, régulièrement, dans des proportions satisfaisantes, pas trop de glucides, pas trop de machin. Mais ça, en fait, c'est utile, quelle que soit la maladie, qu'on ait une schizophrénie, un trouble bipolaire, un autisme, oui, c'est pas une maladie, blabla, un TDAH, en fait, virtuellement, il n'existe pas une seule manifestation décrite dans le DSM où il y ait des choses de ce style qui ne soient pas efficaces. Donc en fait, ça, clairement, on peut le mettre en place même sans donner le diagnostic. C'est-à-dire que s'il y a des problématiques de sommeil, il faut gérer le sommeil, des habitudes de sommeil, etc. Il faut gérer ça avec ou sans diagnostic, on est d'accord. Donc quand on dit aux gens, quand on dit aux parents, je ne pense pas qu'il y ait un trouble bipolaire, il faudrait faire ça. En fait, ça ne règle pas le problème. C'est plus
il faudrait faire ça. Éventuellement, si ça marche pas, on discutera peut-être si un trouble bipolaire ou pas. Et du coup, là, c'est le genre de choses auxquelles les parents doivent s'astreindre, même s'ils sont pas convaincus que ça pourra suffire ou pas. Mais pour le clinicien, le problème se pose après, c'est-à-dire que si on donne le diagnostic, c'est que ce genre de choses, par définition, presque ne suffira pas et que du coup, il y a des médocs qui sont prescrits. Et là, le risque des médicaments chez les jeunes, eh ben, il est de plusieurs ordres. Il y a le risque aigu, qui est la question de la tolérance, qui en psychiatrie n'est pas le plus gênant, honnêtement, même si les jeunes tolèrent globalement moins bien les psychotropes que les adultes, mais il y a le problème de sur la durée, qu'est-ce qui se passe, et effectivement, sur la durée, honnêtement, on n'a pas beaucoup d'informations. Plus les gens sont malades, moins cette crainte de médicaliser à excès est pertinente. Je m'explique. Si je viens et que on ne sait pas trop si j'ai un petit rhume ou si j'ai une tumeur et que dans le doute, on met de la chimio, c'est quand même très problématique parce que la chimio, c'est toxique presque par définition, en tout cas les dernières là, les anciennes, et du coup, je risque vraiment de prendre un médicament qui va me flinguer pour rien. Okay, et si c'est qu'un rhume, c'est qu'un rhume et ça va bien se passer. Là, c'est pas cette question, c'est est-ce que je laisse la situation en l'état ou est-ce que je médicalise? Et donc, laisser la situation en l'état, en moyenne, quand les parents viennent et qu'ils sont prêts à filer des psychotropes aux gamins, c'est que la situation est catastrophique. Donc, il y a des espèces de discours un peu étranges là où les parents demandent à mettre les gamins sous médoc pour régler le problème, etc. De mon expérience, mais c'est que mon expérience, hein, les parents viennent pas mettre les gamins sous médoc pour plaisir. C'est juste qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors s'il y a d'autres solutions, c'est très bien. Mais du coup, en moyenne, quand les enfants se pointent et qu'il y a des problématiques qui font penser aux patients à un trouble bipolaire, c'est des problèmes d'irritabilité, d'agressivité, de troubles du sommeil, des problématiques scolaires, parce que ça tape sur la scolarité très très vite, les troubles de l'humeur chez l'ado. Et donc, c'est pas sans médoc versus pas de médoc, c'est les effets secondaires des médocs versus les effets secondaires de la maladie. Et donc, souvent, les effets secondaires des médocs sont plutôt sur la durée. C'est-à-dire que le lithium, ça peut être problématique, mais c'est problématique souvent après des années d'utilisation. Les neuroleptiques, ça peut être problématique parce que ça peut être sédatif, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Ça peut faire prendre du poids, et ça peut aller très vite. Mais en termes de toxicité cérébrale ou je sais pas quoi, les craintes, si elles sont présentes, les craintes se font sur des années. Donc en fait, on a quand même un certain différentiel entre la situation qui est parfois dramatique sur le plan environnemental, familial, professionnel, au boulot, à l'école, ce que tu veux, versus la crainte de la pharmaco qui est dans une temporalité assez différente. Donc effectivement, pour les parents, il y a ces craintes-là que les cliniciens peuvent avoir, qui sont parfois plus ou moins verbalisées, honnêtement. Moi, je pense que c'est aussi un des trucs de la psychanalyse, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement complexe que tu peux pas juste dire simplement aux parents, écoutez, moi j'ai un peu peur parce que il y a de plus en plus de gamins qui sont sous psychotropes. J'ai peur que votre histoire familiale se répète indirectement parce que je donne un diagnostic qui n'était pas là, et j'ai peur des effets secondaires de psychotropes sur lesquels on n'a quasiment aucun recul, ou en tout cas sur lesquels on n'a pas de données. Je pense que si tu dis ça aux parents, les parents sont un petit peu plus compréhensifs, et tu vois, tu fais rentrer finalement le clinicien et le parent dans la même pièce de l'incertitude, avec une question à laquelle il faut répondre, qu'est-ce qu'on fout, parce que là il menace d'être viré du collège demain, hein. C'est demain, c'est le conseil de classe, c'est dans 3 jours, tu vois, donc on est quand même un peu pressé. Ok. Donc je fais pas peut-être les trucs dans le sens le plus naturel, mais faut vraiment avoir en tête ces contraintes externes avant d'arriver dans la pièce et de discuter de comment ça se passe. La tendance actuelle
au TDAH en première intention, donc les diagnostics du TDAH explosent. Okay. Donc là, c'est pareil, il y a une nuance, il y a presque même une dialectique. Tu peux avoir des patients TDAH complets qui sont complètement passés sous les radars et qui ont galéré et qui ont pris de la Ritaline une fois à 25 ans ou à 40 ans et qui ont fait « oh la vache !» Ça leur a changé la vie du jour au lendemain. Et ces patients-là ont été ratés, tu peux les avoir. Et en même temps, avoir une explosion des diagnostics parce que les choses sont en train de s'accélérer. Alors quand on dit les diagnostics, ça peut être soit les diagnostics officiels donnés par des praticiens qui montent petit à petit, soit les diagnostics autodiagnostiques, entre guillemets, où les gens se disent « bon, bah, ça y est, j'ai un TDAH », soit un mélange des deux, soit une augmentation des prescriptions, honnêtement. Enfin, il y a pas quelque chose, il n'y a pas que ça, honnêtement. Après, on peut poser la question de pourquoi les diagnostics augmentent, etc. Mais sur le problème du trouble bipolaire infantile, ça, c'est quelque chose qui a un impact, à mon avis, parce que la co-occurrence des deux symptomatologies-là est massive. C'est-à-dire que chez les ados qui viennent avec une phase maniaque franche, donc qui sont bipolaires, okay, il y a dans certaines cohortes plus de 80-90% des gamins qui ont aussi un TDAH. Okay. Ça, c'est des trucs que j'ai dit dans le bouquin au passage. Et donc, sur ces problèmes-là, il faut choisir. Le clinicien doit choisir, parce que instinctivement, c'est pas agréable de dire il y a un trouble bipolaire et un TDAH. En moyenne, il faut prendre un des deux, okay, ne serait-ce que pour les parents, c'est pas terrible. Le clinicien n'est pas fan de dire vous avez 36 maladies, ok. Le TDAH se soigne mieux que le trouble bipolaire, en moyenne, de façon indiscutable. La pharmacologie, la pharmacothérapie du TDAH est beaucoup plus facile que celle du trouble bipolaire parce qu'on a de la Ritaline, on a du méthylphénidate, ça a l'autorisation de mise sur le marché à partir de 6 ans, et quand ça marche beaucoup plus vite. Des fois, ça marche du jour au lendemain. En un mois, tu peux avoir fait la titration d'une forme de méthylphénidate. Donc, il y a aussi ces contraintes-là qui font que, naturellement, les praticiens sont plus dirigés vers le TDAH que la bipolarité juvénile. Okay. Là, c'est vraiment les contraintes naturelles dans lesquelles évolue le clinicien et dans lesquelles la famille et les enfants le suivent. Okay. Ça, c'est pas prêt de changer tout de suite, sauf si on trouve un truc qui marche aussi bien dans la bipolarité que dans le TDAH et aussi vite, mais honnêtement, c'est pas pour tout de suite. Okay. Donc, il faut garder ça en tête. Et après, une fois que le gamin vient et qu'il a ces deux symptômes, il y a aussi des enjeux sociétaux du côté des parents. Il est beaucoup plus agréable à l'oreille de se dire que l'enfant a un TDAH, présenté de plus en plus comme une neuroatypie, alors que le terme ne veut rien dire du tout, associé avec le HPI, donc des QI supérieurs à 130, alors que par définition, même c'est quand même rare, on est d'accord, c'est quand même pas le plus fréquent. La publicité autour du TDAH explose. Là, on m'a proposé d'intervenir pour la journée de sensibilisation du TDAH, mais il n'y a pas besoin de sensibiliser qui que ce soit. Là, le ministère est dessus, on a un délégué interministériel aux troubles neurodéveloppementaux, enfin, il n'y a plus besoin de sensibiliser, c'est bon. Et du coup, cette idée de mon cerveau et mon enfant a un cerveau différent, etc., et il est atypique, les neuromachins, est beaucoup plus agréable à l'oreille que un trouble bipolaire qui parfois a un fardeau familial conséquent, où en fait il y avait déjà des symptômes un peu similaires chez les parents, donc les grands-parents de l'enfant et donc les parents d'un des parents. Le scénario catastrophique et le plus désagréable, clairement, c'est quand il y a eu de la violence, qu'elle soit verbale, physique, sexuelle, par l'entourage d'un des parents, la famille, et qui retrouve des traits qu'il y avait chez l'agresseur. Et donc là, il y a une espèce vraiment de trajectoire un peu toute tracée où les gens n'ont pas du tout envie
d'entendre parler de ouais, bah écoutez, il y a un petit peu de la même maladie qu'il y avait là-bas, qu'on retrouve peut-être un peu chez votre gamin. C'est agréable pour personne, l'idée n'est agréable pour personne, honnêtement. Donc il faut bien avoir en tête que c'est pas. Enfin, tout ça fait partie des trucs, et là c'est du côté des parents cette fois, font partie des trucs qui font que à l'échelle de la société, la reconnaissance du trouble bipolaire chez l'enfant est beaucoup moins prononcée que celle du TDAH chez l'enfant. Okay. Pour autant, vous avez des familles, donc souvent il y a une part génétique, c'est-à-dire que plus ça commence tôt, plus la part génétique de la famille est importante. Donc, typiquement, ça veut dire que si dans la famille, il y a 3 suicides, 2 dépressions, un oncle en prison, un bipolaire, et que le gamin fait une dépression, en moyenne, il la fera plus tôt que chez quelqu'un qui a une grande tante qui a été hospitalisée en psychiatrie 3 jours après l'accouchement, quoi. Donc, plus c'est lourd dans la famille, plus ça commence tôt. En moyenne, c'est ça. Les problèmes des antécédents familiaux sont que des fois, c'est pas connu, des fois c'est camouflé, des fois c'est modifié, des fois c'est partiel. Enfin, il y a pas mal de trucs compliqués à faire. J'encourage vraiment les parents à tout sortir parce que plus on a d'infos, mieux c'est essentiel. Et donc on se retrouve un petit peu là-dedans avec des contraintes de la part de la société, des parents, du praticien. Le TDAH s'oppose aussi un petit peu au trouble bipolaire avec la pharmacothérapie parce que la Ritaline, quand elle est prescrite chez des gamins bipolaires, peut faire flamber. Ça peut faire flamber. Donc ça peut être une catastrophe sur le plan de l'humeur directement, où les gamins sont plus dépressifs. Ils peuvent faire un virage, ils peuvent faire un état mixte. Donc là, c'est toujours le fait d'avoir l'énergie de quelqu'un de maniaque. Donc il y a moins besoin de dormir, on est plus agité sur le plan moteur, mais les pensées sont celles de quelqu'un de dépressif, donc il y a de l'anxiété, on n'arrive pas à se poser, etc., etc. Ça peut abîmer sur le sommeil directement, et du coup la dégradation de l'humeur peut se faire après. Enfin, ça peut être catastrophique. Ça peut arriver quand on met de la Ritaline chez des gamins bipolaires, ça peut arriver tout de suite, et là c'est facile entre guillemets. Ça peut arriver au bout de 2 ans. 2 ans, je vais très bien, et puis après, flamme, ça flambe complet. Et du coup, la question là, c'est est-ce qu'on n'a pas aggravé les choses? Les études qui regardent la sécurité d'emploi du méthylphénidate chez les gamins bipolaires ne peuvent pas répondre à la question est-ce que ça fracasse l'humeur chez les gamins ou pas. Malheureusement, c'est pas possible, ne serait-ce que sur des critères très bêtes de comment on définit un virage, comment on définit un état mixte, comment on définit des cycles rapides, etc. Donc, à mon avis, moi, si on trouve un problème, clairement, c'est qu'il y en a un. Si on n'en trouve pas, il n'y en a pas. Et en pratique, de façon très claire, ça fait partie des situations qui n'ont, à mon avis, même plus besoin d'études. En pratique, quand il y a des antécédents de bipolarité chez la famille, la Ritaline chez les gamins, ça peut vraiment pas très bien se passer. Ok ? Donc, que ce soit sur le plan du diagnostic ou sur le plan de la pharmaco, plus il y a de TDAH et moins on a tendance à parler de troubles bipolaires. Donc, il faut vraiment avoir ces différentes contraintes en tête. Il y a aussi des enjeux financiers. On est d'accord, le TDAH sort régulièrement des nouvelles molécules. Les laboratoires pharmaceutiques sortent des nouvelles molécules qui n'ont rien de neuf en soi. C'est toujours du méthylphénidate ou des amphétamines. Alors, il y a des nouveaux trucs à droite à gauche qui sortent, mais le gros du paquet, c'est ça. Il y a des experts qui sont payés directement, souvent des experts TDAH qui sont payés par les labos pour faire la promotion, parce que c'est vraiment comme ça, enfin, je veux dire, c'est le terme, sur le méthylphénidate ou les amphètes, etc. Donc moi, j'ai écouté un podcast d'experts là, qui pendant 1 heure ont dit, je pense une 30aine de fois, les antidépresseurs, le méthylphénidate, c'est extrêmement bien toléré, c'est extrêmement efficace. Enfin, c'est surréaliste. Et donc, il y a cette espèce de pression aussi des laboratoires pharmaceutiques auxquels vous êtes tous et moi aussi sujets. Parce que la stratégie des labos, c'est d'augmenter les ventes de leurs molécules, et plus il y a de
diagnostic, plus il y a de ventes. Okay. Donc là, c'est pareil, on ne peut pas nier ça. On ne peut pas dire, oui, les diagnostics n'augmentent qu'à cause des labos, on est d'accord, mais on ne peut pas juste nier ça en parlant de complotisme, etc. C'est pas possible. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, on ne peut pas laisser les recommandations être écrites par des gens qui touchent de fric de laboratoire des labos, mais ça n'est que mon humble avis. Donc les laboratoires, pareil, c'est pas qu'ils poussent pas contre le trouble bipolaire, mais ils poussent pour le TDAH. C'est bien écrit partout que le trouble bipolaire, on évite. Et donc, c'est vraiment très inégal. Okay, c'est vraiment très, très inégal. Le trouble bipolaire chez l'enfant, le buzz pharmaco a fait un petit peu flop parce que ça s'est fait avec un praticien qui mettait du Risperdal et le succès n'est pas tout à fait été escompté parce qu'encore une fois, le méthylphénidate, les psychostimulants dans le TDAH fonctionnent beaucoup mieux que les thymorégulateurs dans le trouble bipolaire, en tout cas sur le court terme. Donc il y a plusieurs contraintes qui vont vraiment pas dans le sens. Sur le plan des symptômes, et je pense qu'il faut avoir ces contraintes-là en tête avant de commencer à parler des symptômes, etc. Sur le plan des symptômes, c'est vraiment pas compliqué. Les phases maniaques chez les ados signent le trouble bipolaire. Alors évidemment, il faut qu'on ait éliminé le fait que le gamin n'ait pas une maladie auto-immune ou qu'il n'ait pas pris 20 grammes de coke avant. Mais à partir du moment où il y a des manifestations maniaques et il y a des antécédents familiaux dans la famille, il ne faut pas réfléchir très très longtemps. Et le traitement de base, c'est le lithium. C'est vraiment très très simple. C'est d'une simplicité infantile. C'est rare d'avoir une situation aussi simple en psychiatrie. Et le lithium fait partie des choses, est une des raisons qui font qu'on n'a pas vraiment d'options dans le trouble bipolaire qui se développe, autre que des neuroleptiques à répétition, parce que dans la phase maniaque, ça marche très bien, c'est simple à faire. Parce qu'on n'a pas fait mieux que le lithium sur le long terme, et ça coûte que dalle à faire. Okay, toutes les recommandations sont sur le lithium. Et en plus, ils ont fait les études chez des gamins qui ont 7 ans et on commence par le lithium. Donc en fait, à partir du moment où il y a des problématiques maniaques identifiées, le traitement, c'est le lithium. Okay, c'est vraiment le lithium. Ça veut pas dire que ça marche chez tout le monde. Ça veut pas dire qu'il faut mettre ça en aigu, parce que peut-être qu'en aigu, des neuroleptiques marchent mieux pour faire poser la phase maniaque. Okay, mais s'il y a des antécédents familiaux, faut qu'il y ait un petit peu de lithium qui traîne. Ça peut être des doses relativement faibles, c'est pas un souci, on peut en discuter pendant des plombes, mais faut qu'il y ait du lithium qui passe. Okay, c'est vraiment très simple, franchement. Les données sur le long terme avec le lithium massacrent toutes celles qu'on peut avoir avec n'importe quel autre médoc. Et en plus, il y a des données, je rappelle encore une fois que le tertian, il n'y a aucune donnée. Il n'y a aucune donnée sur le court terme, aucune donnée sur le long terme, quel que soit le diagnostic, quelle que soit la dose, quel que soit l'âge pour le tertian quand il est eu donné dans les problématiques d'humeur. Okay, il y a vraiment des indications là, dans la notice, qui ont été complètement inventées en l'absence de toute donnée. Donc, il ne faut pas avoir peur de prescrire du lithium. En gros, le message, il est aussi simple que ça. Souvent, il y a des craintes sur les reins. Les gens sous lithium sont ceux qui vivent le plus longtemps en psychiatrie. Donc, il y a ceux qui n'ont pas de trouble bipolaire qui vivent longtemps. Et après, il y a ceux qui ont un trouble bipolaire qui clairement vivent moins longtemps que les autres. En moyenne, c'est 15, 20 ans, ça dépend de quelle étude on parle. Mais une fois qu'on a un trouble bipolaire, l'espérance de vie, la meilleure espérance de vie qu'on peut avoir, c'est prendre du lithium. C'est tellement compliqué qu'on peut même se poser la question des fois sur le plan de la santé cérébrale. Est-ce qu'il vaut mieux pas prendre du lithium, quitte à ne pas avoir d'effet sur l'humeur? Il y a des gamins qui répondent pas du tout au lithium. Et on peut se demander, est-ce que ça vaut pas le coup de garder des petites doses comme ça, voir si ça améliore pas quand même les problématiques sur le long terme. Donc quand il y a des phases maniaques, honnêtement, c'est pas compliqué, il faut du lithium. Les critères de la phase maniaque, moi personnellement, je les connais même pas. Hein. Je connais même pas les critères. C'est là où vous voyez le problème du DSM, c'est-à-dire que c'est des critères qu'on additionne, mais personne connaît les critères un par un. Personne dans la pratique ne regarde les critères pour voir s'il y a le bon nombre de critères. Ça n'a aucune pertinence. Alors pour la recherche, pourquoi pas, mais pour la recherche, le DSM a déjà foiré les trucs. Donc faudrait qu'on revoie ça. Bref. Donc sur les phases maniaques, trop d'énergie, les gamins dorment plus, ils sont énervés, ils n'arrivent pas à se concentrer, ils sont agressifs, irritables, ce que tu veux, c'est pas compliqué. Okay,
Le souci, c'est quand les gamins font des dépressions. Il y a dans le DSM des espèces d'aberrations un petit peu conceptuelles. Et donc, il y a la cyclothymie. La cyclothymie est souvent utilisée en pédopsychiatrie parce qu'il y a cette idée que souvent les gamins font pas des phases maniaques franches et ils font pas des dépressions franches. Et du coup, la cyclothymie, par définition, permet de répondre à ce problème parce que c'est des gens qui ont des variations d'humeur, mais qui sont suffisamment importantes pour qu'on se dise, bon, bah, il y a quand même un souci, mais pas suffisamment importante pour que ça fasse une phase maniaque ou une phase hypomaniaque, ça change pas grand-chose, et pas suffisamment importante pour que ça fasse une dépression. Donc on est un petit peu entre les deux comme ça. Sur le plan conceptuel, quand tu es en train de réviser tes cours, là, c'est très bien, tu vois, tu te dis, ah bon, bah ok. Mais du coup, il faut définir la différence entre quelqu'un qui est un peu trop agité ou quelqu'un qui fait une phase hypomane et quelqu'un qui fait juste un truc cyclotimique, donc un peu entre les deux. Ça pose honnêtement pas mal de soucis. Et après, par-dessus ça, donc en fait par-dessus la cyclothymie qui normalement est une forme de tempérament et qui commence pas brutalement, on va dire, par-dessus la cyclothymie se pose le problème des états mixtes. Okay, et donc en fait l'état mixte, c'est t'es soit dépressif, soit maniaque, et t'as les deux symptômes qui se mélangent en même temps. Donc le message, c'est que les dépressions pures, où les gens sont complètement à plat, ils sont fatigués, ils dorment tout le temps, ils ont envie de rien, ils sont pas forcément tristes, on est d'accord, la tristesse, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec la dépression, en tout cas dans le trouble bipolaire. Et du coup, ils sont complètement à plat. Okay. Ça, c'est la phase dépressive pure, avec des problèmes de concentration majeurs. Hein. Donc là, ça fait partie des différences avec le TDAH. Si on a des problèmes de concentration qui commencent à 14 ans, on a un souci. C'est pas un TDAH. Et la phase haute, qui est le trop-plein d'énergie, du coup la phase mixte, encore une fois, qui mélange les deux. C'est très rare d'avoir des phases hautes pures et c'est pas fréquent non plus d'avoir des phases basses pures. Okay, il y a souvent un petit peu de mélange des deux chez les bipolaires comme chez les unipolaires. Okay. Plus il y a d'éléments de mixité, moins c'est pur, plus c'est un signe de trouble bipolaire. Okay. Et donc, en fait, le raisonnement se fait en deux temps. On additionne les éléments qui font penser à un trouble bipolaire. Donc, face à un gamin, on additionne les éléments qui font penser à un trouble bipolaire. Et après, la question du qu'est-ce qu'on dégaine. Et donc, les éléments qui font penser à un trouble bipolaire, c'est des antécédents de problèmes d'humeur dans la famille. Okay. Dépression ou phase maniaque ou phase dépressive récurrente, ça change rien. Okay. C'est des dépressions qui commencent avant 25 ans, donc par définition en pédopsychiatrie, avant 18 ans, c'est déjà problématique. Des dépressions qui ont des composantes de saisonnalité, okay, donc qui sont soit pires en hiver, soit pires en été, et c'est récurrent avec les variations de luminosité comme ça. Il y a les antécédents d'addiction dans la famille, okay, surtout chez les femmes, à mon avis, mais bon, ça se discute. Okay. Il y a quand même cette idée que ça commence des fois un peu de nulle part, quoi. Je veux dire, des fois, tu as des gamins jusqu'à 5-6 ans, il n'y a pas de souci, et après, boum, ça t'explose à la gueule, et tu les reconnais pas. Et donc, ce début un petit peu brutal comme ça, donc tu peux toujours aller chercher un traumatisme et de la maltraitance, hein, on est d'accord. Mais une fois que tu as éliminé ces craintes-là, sur le plan psychiatrique, c'est quand même toujours un petit peu louche. Et après, t'as le diagnostic de TDAH lui-même, en fait, augmente les risques d'avoir un trouble bipolaire aussi, probablement parce qu'il y a des gamins qui ont un trouble bipolaire avec des manifestations similaires à celles d'un TDAH, mais il y a peu de chances que ce soit la même maladie, on est d'accord. Et après, la question de la réponse au médoc, et du coup, en pédopsychiatrie, sur le plan pharmaco, malheureusement, on a que dalle, hein, on a vraiment que dalle, on a que la fluoxétine dans la dépression adolescente, pas parce que c'est ce qui marche le mieux, ok. Ça veut pas dire que ça marche très bien, parce qu'en moyenne, tu gagnes 3 ou 4 points sur une échelle de 60, tu es obligé de prendre des centaines de patients pour faire la diff.
La différence est en moyenne tellement faible que à l'œil nu, on voit pas la différence. Tu vois, à l'œil nu, tu sais pas trop dire machin. À l'œil nu, en moyenne, tu vois la différence entre le patient qui est sous Ritaline et celui qui l'est pas. Mais clairement, avec la fluoxétine, ça marche pas terrible. Donc ça pose problème parce que ça marche pas terrible, mais le reste ne marche pas. Ok, on a des études sur les autres molécules. En moyenne, ça ne fait que dalle. Sertraline incluse notamment, en tout cas les études présentées par le labo. Bref, et donc les cliniciens ont un souci parce que il y a aussi des contraintes légales. Et là, c'est je pense, la dernière forme de contrainte qui est en place. Donc, j'insiste, hein, c'est vraiment pas vous versus le médecin. Là, je m'adresse aux parents. Tous les deux dans votre coin, il y a vraiment des forces autour de vous qui opèrent, qui doivent être adressées, qui doivent vraiment être adressées, parce que sinon, si elles sont flottantes, des fois on n'en a même pas conscience, et qu'il y a un désaccord, ben, vous allez risquer de tourner un petit peu en rond longtemps. Et en fait, il y a les contraintes légales qui sont que les recommandations, qu'elles aient raison ou tort, vont sur la fluoxétine, et il n'y a pas de recommandation suffisamment stricte. Et si on avait une qui sortait comme ça, ce ne serait pas dit qu'elle soit suivie de toute façon. Il n'y a pas de moment où tu peux dire, bon, il est tellement bipolaire que je laisse tomber la fluoxétine. Tu vois, ça va être, à mon avis, compliqué pour le moment. Encore une fois, à tort ou à raison, de ne pas tester la fluoxétine chez des dépressions, chez l'ado. On est d'accord, le trouble bipolaire, encore une fois, c'est des variations d'humeur. On peut faire 1, 2, 3, 4, 25 dépressions dans sa vie et ne jamais faire de phase maniaque, et on est maniaco-dépressif. Une fois qu'on a ce concept-là de, en fait, le trouble bipolaire, c'est juste une partie de la maniaco-dépression, et nous, ce qu'on veut diagnostiquer, c'est la maniaco-dépression qui représente des fluctuations d'humeur, des rechutes, des problématiques chroniques d'humeur qui viennent, qui s'en vont. Une fois qu'on a ça en tête, les ados qui font des dépressions sont beaucoup plus suspects. Donc, si tu attends de faire une phase maniaque, ça n'a pas de sens, tu perds un temps fou. Et pareil, du coup, il n'y a pas besoin de se faire ce test, de se dire, tiens, je vais mettre un antidépresseur, voir si ça le fait vriller. Il y en a qui ne vrillent pas, il y en a qui vrilleront 3 ans après, il y en a qui ne vont pas vriller pendant un petit temps, mais en fait, on va juste dégrader l'humeur. Et quand ils vont vriller, ça va être pire que tout. Donc en fait, on ne peut pas juste faire ce test-là non plus. Donc la fluoxétine, elle est mise parfois parce que malheureusement, il y a des adolescents qui s'améliorent sous fluoxétine. Je dis malheureusement parce que si ça marchait chez ces personnes, on n'aurait pas de problème, on passerait à autre chose. Il y a aussi des ados qui ont tout du trouble bipolaire classique, on leur met de la fluoxétine et ils sont nickel. Voilà. Donc cela, pour eux, c'est très bien. Pour les autres, c'est un peu emmerdant parce que ça complique un peu les choses. Alors en fait, la question de la fluoxétine, c'est pas tant de la mettre ou pas, parce que je pense qu'encore une fois, ça va être compliqué de complètement faire abstraction, de passer cette étape. Mais il faut qu'il y ait une amélioration, quoi. Il faut qu'il y ait une amélioration satisfaisante, parce que sinon, il faut que ça dégage. Ça ne peut pas rester des plombes. Quand on met des psychotropes au début, l'objectif, c'est rémission complète, on est d'accord. Si on les met et que ça va pas mieux, ça dégage. Si on les met, si on le met et ça un peu mieux, c'est toujours un peu compliqué quand ça va un peu mieux, parce que est-ce qu'on repart de zéro en testant un autre truc, ou est-ce qu'on rajoute quelque chose? Ouais, mais du coup, ça fait 2 médocs. Du coup, il faut réfléchir un petit peu. Mais en gros, l'idée, c'est que la fluoxétine, il faut qu'il y ait une amélioration, quoi. Donc, on met, je sais pas, 10 mg, si ça marche pas, on met 20, 30, machin. Après, on se met d'accord sur quand est-ce qu'on arrête. Ça, c'est des questions qui se décident avec les parents, honnêtement. Moi, je leur dis comme ça, hein. Je fais, écoutez, on est à 30 mg, ça change que dalle. Il y a un peu d'effets secondaires. On peut tester à 40. Si jamais on teste à 40, et que ça va pas mieux, au moins on a l'info. Si c'est encore pire, ça dégage. Si c'est un peu mieux à 40, on a de nouveau des décisions à prendre. L'autre option, c'est de s'arrêter maintenant. Si on s'arrête maintenant, peut-être qu'on passe à côté d'une amélioration à 40, et c'est un petit peu emmerdant. Mais à côté, si vous, votre enfant n'y croyez pas du tout, est-ce que moi j'ai des études solides qui disent que en passant à 40, ça permet d'améliorer les choses? La réponse est non. Donc il y a des décisions à prendre qui se font avec les parents, de façon très claire. Et une fois que la fluoxétine ne marche pas, après, on est en freestyle complet.
On est en freestyle complet, on n'a pas d'études. Grosso modo, on n'a quasiment pas d'études. Est-ce qu'il faut mettre du Risperdal? Est-ce qu'il faut mettre de l'Abilify? Alors, l'Abilify dans la dépression bipolaire n'a juste pas d'efficacité démontrée. Je veux dire, il n'y a vraiment pas d'efficacité démontrée. Et donc là, c'est encore une fois là que les contraintes légales se mettent un peu en place. En France, l'Abilify chez les jeunes est rentré dans une espèce d'habitude de prescription. En gros, c'est fluoxétine. Si ça marche pas, c'est Abilify. Il y a le souci, effectivement, que la fluoxétine augmente les concentrations de l'Abilify. Donc, en fait, Abilify, c'est aripiprazole. Donc, en fait, on va avoir d'entrée de jeu des gamins qui ont plus que la dose qu'on s'imagine, avec les effets secondaires que ça implique. Donc il y a cette espèce d'habitude, de pratique là, l'Abilify qui fait moins peur que le lithium, mais sur le long terme, qui en termes de toxicité n'a absolument rien à lui envier, honnêtement, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc les mêmes études prospectives qui montrent que il y a une amélioration de la mortalité, toutes causes confondues, avec le Covid, on peut trouver des études de cohortes comme ça, qui disent que en fait, les gamins sous neuroleptiques ont une augmentation de la mortalité. Donc là, il y a un facteur confondant, on est d'accord, ça crève les yeux. Les gamins qui sont sous neuroleptiques sont d'entrée de jeu plus sévères que ceux qui ne le sont pas. Donc s'il y a une augmentation de la mortalité, c'est très compliqué de faire la différence entre le neuroleptique ou pas. Mais on ne peut pas, dans un cas, dire « ouais, mais ça, c'est une étude de cohorte avec des facteurs confondants, donc on ne sait pas quoi en faire ». Et dans l'autre cas, dire « oh là là, les gens, quand ils ont le vaccin du Covid, ils font moins d'accidents de la route, c'est vraiment miraculeux ». On ne peut pas réviser les standards comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, une fois qu'on a une suspicion de trouble bipolaire, on n'est pas obligé d'être sûr du diagnostic, on est d'accord, on n'est pas obligé de dodier comme ça aux parents. Ça peut être, écoutez, il y a des antécédents dans la famille, on a mis de la fluoxétine, ça marche pas, on a mis de l'Abilify, ça marche pas. La phase d'après, en fait, c'est grosso modo, quand il y a des problématiques d'humeur, c'est soit du lithium, soit de la kétiapine, soit de la motrigine, soit un tricyclique, si on veut. Mais sur le plan pharmaco, que les enfants soient bipolaires ou pas bipolaires, à ce stade, ça ne change pas grand-chose. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Vu que le diagnostic du trouble bipolaire chez l'enfant, il est bizarre, il est mal défini, on ne sait pas ce que c'est, je pense que c'est vraiment crucial que les cliniciens et les parents s'enferment pas dans il est bipolaire, il n'est pas bipolaire, je suis sûr qu'il est bipolaire, machin. En fait, vous pouvez ne pas être d'accord avec le clinicien sur est-ce qu'il est bipolaire ou pas. C'est tellement subjectif que ça va être ça va être difficile, pour ne pas dire impossible, de finir par dire là, il était bipolaire, je vous ai fait la démonstration. Ça va être très compliqué. Si vous faites le même cas clinique, la même situation avec 50 psychiatres, tout le monde ne va pas être d'accord. Et donc, c'est un sujet de friction, et vous devez apprendre à communiquer efficacement avec les soignants, que ce soit les psychiatres ou les infirmiers, parce que de toute façon, il n'y en a plus. Donc, le coup du lui, il est nul, il faut que je change. Si vous pensez qu'il est nul, j'ai bien dit ça. Je ne sais pas s'il est nul ou pas. Si vous pensez qu'il est nul, je change. De toute façon, en moyenne, ça ne marche pas trop, parce que vous êtes parti pour 1 an d'attente, ou si ce n'est plus, et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, il faut arriver à communiquer efficacement avec les cliniciens et avec les parents. Ça marche dans les deux sens. Et donc, en fait, on peut ne pas être d'accord sur est-ce qu'il y a un trouble bipolaire chez mon enfant ou pas. Là où on aura du mal à ne pas être d'accord, c'est est-ce qu'il faut, pour la suite, passer à un autre médoc, et si c'est un autre médoc, est-ce qu'on peut mettre du lithium ou de la kétiapine ou de la lamotrigine, machin. Si les pédopsychiatres ont peur de mettre du lithium, l'étape d'après, c'est la lamotrigine. La tolérance n'a rien à voir avec celle des neuroleptiques. La tolérance de la lamotrigine n'a rien à voir avec celle du tertian. C'est juste, il faut mieux tolérer, il n'y a pas photo. Et donc, en fait, on a une espèce de situation là où les parents se retrouvent. Et sur est-ce qu'il est bipolaire ou pas, le gamin, honnêtement, c'est pas très, c'est flou.
et les parents peuvent nous en vouloir, mais honnêtement, on peut toujours avoir un truc à répondre, je pense. Sur ouais, mais vous foutez du tertian, mais vous avez peur de mettre de la lamotrigine, ou vous mettez du tertian, vous avez peur de mettre du lithium. À mon avis, c'est pas défendable du tout. À mon avis, c'est pas défendable du tout. Cette peur est directement secondaire aux autorisations de mise sur le marché, etc. Et on voit que le bug est là parce que l'autorité de santé a créé une autorisation de mise sur le marché de nulle part. Et du coup, maintenant, les cliniciens utilisent des molécules sans preuve, ni d'efficacité, ni de tolérance, alors que les autres, avec des preuves, je veux dire, le lithium, c'est une étude randomisée, hein, c'est le plus haut niveau de preuve. Et ben, ils en ont peur. Donc là, c'est le but, je pense, de l'association Bicycle, là, que il y a des trucs qui vont être compliqués à faire. On va pas réécrire le DSM demain, c'est compliqué. Par contre, de revoir les conséquences d'un psychiatre qui prescrit pas comme le Vidal en pédopsychiatrie, ça fait partie des trucs qui doivent être revus tout de suite. Parce que en fait, là, en suivant la règle, on maltraite les jeunes sur le plan pharmaco. Et je dis pas que c'est que à cause des autorités de santé, mais il y a quand même une partie considérable là-dedans. Donc on a le droit de pas connaître le trouble bipolaire chez l'enfant. C'est audacieux de dire qu'on connaît, parce que je suis pas sûr qu'on connaisse vraiment quoi que ce soit. Mais sur le plan pharmaco, soit on donne rien en disant je pense qu'il n'y a pas besoin de médoc, et là c'est une décision de clinicien. Okay. Soit on pense qu'il y a un médoc, besoin de médoc, et on peut pas mettre de benzo ou de tertian ou je sais pas quoi et passer à côté des autres molécules, c'est pas possible. Okay. Et encore une fois, le diagnostic, à mon avis, est quand même relativement simple. Quand il y a des fluctuations d'humeur chez les ados avec des antécédents familiaux, faut avoir de sacrés arguments pour dire je mets pas le lithium. Dans les arguments pour dire je mets pas de lithium, le fait de je veux pas vous buter les reins n'est pas un argument. On est d'accord. Hein. C'est pas un argument. Ça, on bute pas les reins en faisant un essai de lithium. Le lithium, quand l'essai est très long, on fait 1 an de lithium pour voir ce qui se passe. On flingue pas les reins de qui que ce soit en 1 an. En moyenne, ça n'arrive pas ça. Donc il y a des gens qui effectivement peuvent nous raconter ça. On peut aussi faire des diabètes catastrophiques avec du tertian. Enfin, sur quelques mois, le lithium en moyenne, ça se passe très bien. Ok. Donc voilà, le message c'est ça, c'est le trouble bipolaire tel qu'il est écrit dans le DSM, il veut rien dire. Nous, on cherche la maniaco-dépression. La maniaco-dépression, c'est des fluctuations d'humeur, soit haute, soit basse, soit un mélange des deux, avec une chronicité. Okay, la polarité n'a pas d'importance, que ce soit haut, bas, machin, on s'en fout. C'est le fait que ça revienne constamment qui est problématique, avec en moyenne des antécédents familiaux, mais pas toujours, et des gens qui ne répondent pas au traitement de première attention, à savoir la fluoxétine. Une fois que vous avez ces conditions-là, vous pouvez rajouter les trucs, etc. Il y a des addictions chez les jeunes filles, les fluctuations hormonales jouent, etc. Une fois que vous avez ces éléments-là et que la thérapie n'a pas marché, parce qu'en moyenne, les parents, ils préfèrent faire de la thérapie pour leurs enfants que leur filer des médocs, hein, ils ne sont pas débiles. Une fois que vous avez ces éléments-là, il faut des arguments sévères, solides, pour pas mettre de lamotrigine, de kétiapine ou de lithium. Donc, par exemple, s'il y a du diabète dans la famille, est-ce qu'il faut commencer par la kétiapine ? Ça me paraît un petit peu compliqué. Mais c'est dans ce sens-là. C'est pas quels sont les arguments pour mettre du lithium ou pas. C'est pourquoi t'en mets pas. Est-ce que tu es capable de dire pourquoi t'en mets pas, sachant qu'il y a des études randomisées, que la tolérance est nettement plus établie que pour le tertian. Et si on n'est pas capable de le dire, c'est parti, on prend la prescription et puis hop quoi. Ok. Et le diagnostic est clinique. Il n'y a pas besoin de faire de prise de sang, ça montre que dalle. On peut faire une prise de sang pour éliminer une carence en fer qui pourrait aggraver les choses, ou une carence en vitamine D ou ce que vous voulez. Mais le trouble bipolaire se diagnostique pas avec une prise de sang. Il y a le dosage Maïedit B là qui veut rien dire, qui sert à rien, c'est poubelle directe. Je pourrais le démontrer s'il faut. Mais c'est clinique et honnêtement, il y a plein de trucs difficiles. Mais encore une fois, on n'est pas là pour répondre à la question est-ce qu'il y a un trouble bipolaire ou pas. On est là pour répondre à la question est-ce que l'étape d'après c'est du lithium ou de la lamotrigine ou de la kétia. Et en fait, cette question-là, honnêtement, elle est souvent, je trouve, assez facile. Voilà, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Il y a mon bouquin, n'hésitez pas non plus.
C'est en gros, c'est mon histoire et moi, on m'a dit que j'étais juste un emmerdeur et que c'est pour ça que j'allais pas bien, alors qu'en fait, avec des régulateurs, je vais beaucoup mieux. Je suis toujours un emmerdeur, mais je suis plus suicidaire, donc ça n'a quand même rien à voir et je fais plus de dépression, donc ça n'a quand même rien à voir. Je suis un emmerdeur plus efficace, on va dire, c'est encore pire qu'avant. Et puis voilà, bon courage.